Donc, bonjour. Aujourd'hui, comme vient de dire Jean-Michel, je vais vous parler de Rachel Rising, une série de bandes dessinées d'horreur écrite par Terry Moore, donc qui est assez originale dans sa façon de mettre en valeur des personnages féminins marginaux. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de s'intéresser aux liens qui se tissent entre ces femmes-là. Nous verrons que leurs caractéristiques, donc ces personnages étant très particuliers, donc ne se plient pas au dictat patriarcal traditionnel souvent associé au code de l'horreur. Donc, je me suis surtout inspirée de la théorie du cinéma d'horreur, étant donné qu'il n'y a pas tellement d'ouvrages théoriques en bande dessinée pour ce genre-là. Et puis, c'est ça, étant donné que les corps et la violence dans Rachel Rising se rapprochent quand même assez de ce qu'on voit dans le cinéma d'horreur, je me suis dit que ça devrait aller. Alors, ce que j'entends ici par dictat patriarcal, c'est les codes qui sont présents dans les films d'horreur de Rape and Revenge, où un personnage féminin, après avoir été violé, va se venger, la femme étant, dans ces cas-là, une projection de ce que ferait le spectateur masculin pour se venger. Je considère aussi les films où les femmes sont en posture de victimes passives et où leurs corps sont souvent plus violentés que ceux des hommes, ou bien où le temps d'exposition de la violence des corps féminins est plus long. Par exemple, dans les slashers, c'est souvent le cas. Je vais aussi, là je sais aussi qu'il y a beaucoup de films d'horreur aussi contemporains maintenant qui mettent en valeur des femmes qui ont des rôles principaux puis qui sont en posture active. Là, je sais que ça existe aussi. Maintenant, peut-être un film sur deux va être capable de répondre aux tests de Bechdel, et puis on peut avoir des films comme A Girl, Walk Alone in the Night, The Descent, Death Proof, la série Buffy, ainsi de suite. Il y en a quand même de plus en plus. Il faut aussi, bien sûr, prendre en considération la figure de la Final Girl, donc figure classique de la femme forte dans le cinéma d'horreur qui parvient à tuer son assaillant, même si c'est souvent en acquérant une posture masculine, c'est-à-dire qu'elle va acquérir des caractéristiques masculines et elle va tuer son assaillant avec, en même temps, une arme phallique le 3/4 du temps. Donc oui, c'est vrai, c'est une femme forte, mais en même temps, il y a encore un peu du masculin qui revient prendre le dessus. Donc, comme l'explique Carol J. Clover dans son ouvrage Men, Woman and Chainsaw, Gender in the Modern Horror Film. Donc, il n'en reste pas moins qu'en dehors de la Final Girl, les femmes dans les récits d'horreur, souvent des archétypes ou des victimes passives, dans le fond, sont pas très valorisées. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas dans Rachel Rising, cette série d'horreur-là. Donc, Rachel Rising se déroule à une époque contemporaine dans la ville de Madison, qui est une référence à une rue dans la ville de Salem. Donc, c'est pas anodin parce qu'il va y avoir des références à un procès de sorcière qui va avoir lieu au 16e siècle dans la série, et puis il va être aussi souvent question de sorcellerie. Le récit se découpe en 3 axes narratifs. Donc, le premier narrant le récit de Rachel, donc le personnage principal, qui tente de retrouver son meurtrier, donc après avoir été brutalement tué. Considérant que le meurtre perpétré sur Rachel est à caractère sexuel, donc il n'y a pas de viol en tant que tel qui est commis, mais le meurtrier cagoulé, comme on le voit ici sur l'image, dans un plaisir sadomasochiste, jouit en ayant la corde autour du cou et pendant que Rachel elle est en train de mourir asphyxiée, le visage contre terre. Donc on peut considérer que le premier axe narratif, en fait, est la partie revenge du Rape and Revenge. Par contre, donc, progressivement, assez rapidement, en fait, plus le récit avance, plus l'intrigue, la première axe est mis de côté pour laisser place à la deuxième, où Lilith, un autre des personnages principaux féminins importants, Lilith étant une figure féministe assez importante, prend le dessus. En fait, Lilith revient au village de Manson pour se venger d'un procès de sorcière qui a eu plusieurs siècles auparavant et où une centaine de jeunes femmes ont été assassinées. À ce deuxième axe-là, une fois que Lilith est mise hors de danger, s'ajoute le troisième axe, où il y a une escalade, en fait, dans l'action, dans le danger, où il va y avoir Malus, en fait, qui est un démon, le diable, qui va posséder les gens, et on doit le mettre hors d'atteinte pour que Zoé, un autre personnage principal, ne mette pas au monde, finalement, l'Antéchrist. Donc, encore une fois, ces 3 axes qui viennent conjuguer le motif de la vengeance de façon différente. Donc, ici, c'est vraiment l'esprit de vengeance et la mise en scène de plus de 34 meurtres dans la série, sans compter plusieurs massacres de villes entières qui sont évoqués, qui inscrivent ce récit-là dans le genre de l'horreur. Ce qui est intéressant ici, c'est que la violence est faite de façon assez partielle sur les hommes et les femmes, donc c'est à peu près égal, et puis il y a le même temps d'exposition aussi des violences dans les cases. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on dénonce la violence qui est faite sur les femmes, on ne la met pas en spectacle ici. Donc, c'est fait par le biais d'évocation par les personnages. Donc, l'abus est montré de façon différente.
Si on regarde nos 5 personnages principaux ici, on va avoir Rachel, qui est la belle blonde ici. Donc, Rachel est une célibataire de 28 ans, dont la seule famille est sa tante Johnny et Jet, sa meilleure amie d'enfance. Donc, elle a été tuée et enterrée dans les bois, et une fois réveillée, sortie de terre, elle tente, à l'aide de Johnny et Jet, de retrouver son meurtrier pour se venger. Donc, on apprendra au fil du récit qu'elle est sorcière, qu'elle se réincarne dans différents corps, selon les cycles, et qu'elle est la sœur de Lilith, en fait. Johnny, la tante de Rachel, elle, est une lesbienne affirmée dans la cinquantaine et un médecin légiste qui se dévoue corps et âme à son travail, complètement workaholic. Jet, la meilleure amie de Rachel, incarne une jeune femme indépendante, passionnée de mécanique et de jazz. Zoé, elle, c'est un personnage aussi très intéressant qu'on va regarder un peu plus en profondeur. C'est une fillette de 10 ans qui a cessé de vieillir depuis un demi-siècle et dont la possession démoniaque a fait d'elle une tueuse sanguinaire. Et on termine bien sûr avec Lilith, qui est la sœur de Rachel, la première femme avant Ève et l'égale d'Adam, parce qu'elle n'a pas été créée par sa côte, mais avec la même glaise. Donc c'est une sorcière immortelle ici dans le récit qui vient hanter la ville de Manson, comme je vous le disais, pour punir les habitants d'un procès de sorcellerie complètement débile. Donc, ça vous donne déjà un aperçu de la variété de personnages féminins principaux qui se trouvent dans ce récit-là. Donc, c'est vraiment la force de cet auteur-là, Terry Moore. Et puis, on pourrait dire que juste le fait que les personnages principaux sont des femmes, c'est assez rafraîchissant, donc dans le cadre d'un récit d'horreur. Leur richesse, par contre, ne se limite pas qu'à leur sexe féminin, bien sûr. Donc, ce que nous allons constater en s'attardant de plus près à 3 d'entre elles seulement, parce que j'ai pas le temps de toutes les voir, puis ça me fait chier. Mais bon, on va quand même s'intéresser à Rachel, Jet et Zoé, qui sont quand même des figures très intéressantes. Donc, on va le faire en s'intéressant à leur caractère monstrueux, au travers de la représentation de leur corps et par la critique de l'abus qui s'y fait. Si on s'intéresse maintenant à Rachel, pour commencer, donc Rachel Beck. Le récit débute par son réveil, comme je vous le disais. On voit Rachel qui sort de la terre après avoir été tuée par strangulation par un homme inconnu dont elle se souvient de rien. Physiquement, Rachel est belle, blonde, sexy, ressemble à n'importe quel bimbo qui se ferait tuer dans un slasher, en fait. Sauf que là, elle se réveille. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est en quelque sorte une zombie. Donc, comment est-ce que Rachel est une zombie? Bien, elle ne ressent pas la douleur ni le froid. Son pouls est à peine perceptible et elle survit à plusieurs accidents mortels. Donc, ses yeux éjectés de sang et la marque de strangulation autour de son cou rappellent constamment qu'elle a été assassinée par un homme. Et puis, ses blessures, donc, si elle n'en meurt pas, quand même, ne guérissent jamais. Donc, à moins que ce soit par un moyen magique. Déjà, par ses caractéristiques physiques, Rachel tombe dans la catégorie des female monsters, ce qui sera d'ailleurs renforcé par la découverte qu'elle est aussi une sorcière, autre trope récurrent de la femme monstrueuse dans les récits d'horreur. Les raisons qui engendrent la transformation de Rachel en femme monstre coïncident à ce qu'avance Aviva Briefield dans Monster, Pain, Masochism, Menstruation and Identification in the Horror Film. C'est-à-dire que the female monster commit acts of violence out of revenge for earlier abuse by parent, partner, rapists and other offenders. Ce qui est le cas pour Rachel. J'excuse mon anglais. Briefield explique aussi que la transformation de la femme en monstre est liée à son système reproducteur. Donc, on peut par exemple penser au danger qu'apporte la puberté dans The Exorcist, où la petite fille est un monstre en devenir, les menstruations dans Ginger Snap ou bien Carrie, ou la maternité dans Alien ou Rosemary's Baby, par exemple. Rachel déroge toutefois de cet aspect de la définition de Briefield dans la mesure où sa transformation en female monster est plutôt liée à l'absence de l'utilisation de son système reproducteur. Donc, Rachel est une adulte de 28 ans, célibataire, et on ne connaît rien de sa sexualité. Par rapport à opposition à sa meilleure amie, Jet, par exemple, qui a un amant et qui développe plus tard une relation amoureuse avec un autre homme, Earl. En ce sens, on peut stipuler que le meurtre de Rachel est lié à sa sexualité, comme c'est souvent le cas pour les sorcières. Mais en fait, non, on ne peut pas stipuler que son meurtre est lié à la sexualité, comme pour les sorcières, où la luxure est condamnée. Ici, ce qu'on punit, en fait, c'est plutôt le fait qu'elle vit seule. Donc, c'est ça qui va motiver le tueur, comme on le voit ici dans la case. Donc, il lui dit « You live alone on Whitehall Street, the little greenhouse, bedroom in the back, how do you know that? » Et c'est là qu'il va passer à l'acte. Dès lors, le meurtre de Rachel peut être perçu comme une condamnation de l'indépendance de la femme par l'homme et même par le système de justice, puisque le meurtrier est un policier. Rachel croyait qu'elle pouvait lui faire confiance. Cette trahison de la part du système judiciaire envers la femme est d'ailleurs remise en évidence par le procès de sorcière dont Lilith est venue se venger. Celle-ci raconte que la milice et les villageois ont torturé et exécuté toutes les femmes âgées de 15 ans et plus sans enfants, donc exclusivement.
À propos du rôle politique associé à la chasse des sorcières, Silvia Federici écrit « But contrary to the stereotype, the witch hunt was not just a product of popish fanaticism or the machination of the Roman Inquisition. In its peak, the secular court conduct most of the trial, while in the areas where the Inquisition operated, Italy and Spain, the number of executions remained completely low. » Donc ça, c'est un excellent ouvrage que je vous conseille de lire si vous vous intéressez au procès de sorcières. C'est hyper pertinent. Donc la description que Lilith fait du carnage, c'est-à-dire celle d'une fête où les enfants courent dans l'herbe, où les musiciens jouent, où les épouses offrent du café aux hommes, travaillant à jeter les corps des présumées sorcières au bûcher, met de l'avant une critique explicite des abus entérinés par la société patriarcale qui ont été commis sur les femmes libres. Le personnage de Rachel déroge aussi au code de l'horreur par son comportement, dans la mesure où, devenue monstre suite à son meurtre-viol, Rachel aurait dû être folle de rage et partir en quête pour assouvir le plus rapidement possible sa vengeance sanguinaire. Toutefois, elle maîtrise ses émotions. Donc oui, elle est habitée par la rage, la colère, mais elle ne se laisse pas consumer par ses émotions, ce qui est plutôt codé du côté masculin dans l'horreur en général. Et elle délaisse même ses recherches à 2 reprises pour s'occuper de dangers plus imminents, Lilith et Malus. Donc, ce qui est assez irrégulier du point de vue scénaristique, puisque ça la ramène du côté de l'humanité aussi de cette façon-là. Elle est moins monstre. Si on retourne au physique de Rachel maintenant, donc on constate qu'il crée différentes réactions chez les gens. Donc oui, il est inquiétant, mais il attire aussi et devient à plusieurs reprises le ressort d'humour macabre qui permet de dédramatiser en fait la réalité qu'il rappelle constamment, c'est-à-dire son meurtre violent. Si Rachel est attirante, elle n'est cependant pas érotisée. Donc, dans le récit, elle n'est pas sous le joug du male gaze, donc une expression inventée par Laura Mulvey dans son essai intitulé Visual Pleasure and Narrative Cinema pour décrire comment les femmes sont souvent vues de manière sexuée et déshumanisante. Donc, par exemple, on va souvent avoir le male gaze dans le cinéma d'horreur pour amuser le spectateur de manière érotique, mais aussi pour permettre plus facilement la transition à la violence qui va suivre. Si Rachel se trouve à plusieurs reprises dessinée en sous-vêtements, ce n'est pas gratuit et le lecteur comprend rapidement au fil de sa lecture que le corps féminin est extrêmement valorisé tout au long de la série et la série dénonce les abus physiques et sexuels, ce qu'on va voir aussi maintenant avec Jet et Zoé. Jet est un personnage intéressant parce qu'elle est à la fois un stéréotype masculin et féminin. Donc, elle adore les voitures, la mécanique, elle joue de la basse dans un band de jazz. Mais elle a aussi peur des rats et trop ses fesses grosses. Elle ne tolère aucun commentaire sexiste. Et puis, sa transformation monstrueuse, elle, qui va aussi s'effectuer, on va voir que les 5 personnages principaux, en fait, sont des femmes, des female monsters. Donc, sa transformation monstrueuse, elle, se fait après qu'elle meurt dans un accident de voiture causé par Lilith, qui visait en fait Rachel. Comme sa meilleure amie, Jet devient morte-vivante, mais elle le devient seulement parce qu'elle est la réincarnation d'un garçon de 15 ans, Thomas, à qui Rachel, au 16e siècle, parce que Rachel se réincarne, donc a fait boire de la sève qui rend immortelle juste avant qu'il meure. Le caractère monstrueux du corps de Jet, revenu à la vie, se voit par ses cicatrices, donc qu'a laissé l'accident. Mais ici, la femme monstre incarnée par Jet ne correspond pas aux critères de Briefield. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à se venger de Lilith, elle essaie juste, en fait, de sauver le monde, la ville comme Rachel, en fait. Donc, ici, il n'est pas question de vengeance. Puisqu'elle est surtout un dommage collatéral de l'accident, on ne peut pas établir aussi de lien entre son meurtre et sa transformation, comme je l'ai fait avec Rachel, et le système de justice. Donc, ici, on a un monstre qui est comme vraiment particulier. Le caractère monstrueux du personnage est, de cette façon-là, évincé. Et puis, le personnage de Jet devient toutefois une figure monstre encore plus intéressante lorsque l'esprit de Thomas, donc le garçon qu'elle était, ressurgit en elle et prend la place de celui de Jet jusqu'à la fin du 2e axe narratif. Jeff est alors hybride, moitié vivante, moitié morte, moitié homme, moitié femme. De cette cohabitation transparaît le besoin de l'auteur de mettre en valeur des personnages marginaux par leur sexualité. Donc, Jet était déjà reconnu pour être kinky, donc ça lui avait déjà coûté 2 gentils copains. Et leur identité sexuelle, ici, on a homme-femme. Ce que Terry Moore avait déjà expérimenté en mettant en scène la communauté LGBT dans sa série Strangers in Paradise, qui est la plus connue. Cet hybride soulève aussi encore une fois la question du respect du corps. Donc, même si Thomas habite le corps de Jet, Rachel le surveille pour qu'il n'en abuse pas et l'avertit de le respecter, ce qu'il fait sans hésiter, comme on le voit ici. Donc, James, I'm sorry, I have to say this. That body belonged to my best friend. Please, blablabla. Donc, c'est ça. Donc, ça revient constamment, le respect du corps ici.
La question d'abus du corps revient aussi avec Jet parce qu'elle se retrouve 3 fois nue, endormie, présumée morte la première fois, dans un sac à la morgue, sous les soins de Earl, un immense thanatologue amoureux d'elle. La narration nous montre qu'elle aurait effectivement que Earl aurait effectivement pu abuser d'elle à plusieurs reprises, mais même en ayant des bonnes intentions, parce que Jet, en fait, est seulement capable de ressentir le toucher de Earl parce que Earl est complètement amoureux d'elle. Donc, un collègue de travail suggère à Earl d'abuser de Jet pendant qu'elle était inconsciente sous prétexte de la réveiller, ce à quoi Earl répond Nobody touch Jet, justement, il y a un refus catégorique ici. Donc, ce qui sous-entend que même dans la mort, on doit respecter le corps. Donc, ici, le corps de la femme, mais n'importe quel corps, en fait. Ensuite, si on passe maintenant à Zoé. Donc, Zoé, c'est notre petite tueuse sanguinaire. Donc, elle est particulièrement monstrueuse parce qu'elle est meurtrière. Donc, ayant été habitée par Malus pendant plus de 60 ans, la jeune fille qui s'est habituée à voir les gens comme des monsters in borrowed skin est responsable d'environ la moitié des meurtres dans la série. Donc, ces derniers étant très créatifs, allant de l'asphyxie à l'aide d'un papier cellophane à la décapitation par ascenseur ou plus simplement l'égorgement. L'extrême violence de ce personnage est en contraste avec son apparence de jeune fille innocente. Donc, Zoé est la femelle monster qui correspond le plus à ce que décrit Brayfield. Lorsqu'elle est possédée par Malus, elle tue parce qu'elle adhère... Malus altère sa perception du monde et elle est devenue monstrueuse, en outre parce qu'elle a cessé de vieillir, n'acquérant jamais la maturité d'un adulte, mais en sachant beaucoup trop pour une fille de son âge. Le système reproducteur ici n'est pas encore responsable de la transformation en monstre puisqu'elle ne vieillit pas. Zoé parvient à se délivrer de Malus en se tranchant les veines, geste qu'elle commet parce qu'elle veut empêcher Malus de détruire le monde à travers son corps. À propos des actes masochistes des female monsters, Brayfield écrit « Female monster will engage in masochistic act when she is coerced or trying to terminate her monstrosity », ce qu'on voit par exemple dans Alien 3. En se réveillant de son suicide, duquel Lilith l'a sauvée, Zoé n'est plus habitée par Malus, mais elle continue de tuer, surtout par autodéfense. Le fait que ses pulsions meurtrières, en fait, commencent à s'apaiser juste lorsqu'elle commence à être sous l'aile de Rachel, donc Rachel qui devient une espèce de grande sœur pour elle, met en évidence, en fait, que Zoé est une forme de victime ici et non un monstre, et on doit lui montrer donc d'autres solutions que le meurtre. Donc, on doit lui enseigner à fonctionner différemment. À la fin de la série, le fait qu'elle se tranche elle-même la gorge comme étant de nouveau un suicide, mais involontairement cette fois-ci, alors qu'elle hallucine sous l'influence d'une drogue qu'elle a inhalée par inadvertance dans le jardin de Lilith, confirme la culpabilité qu'elle porte en regard de ces meurtres qu'elle a commis. Ce deuxième acte de la masochiste, où elle tente d'évincer le monstrueux, en elle présente le personnage autrement que la sociopathe que le lecteur croit qu'elle est. La monstrueuse de Zoé sert surtout à soutenir un des principaux messages de la série, qui est que les apparences sont souvent trompeuses. Le thème de l'abus est particulièrement important chez Zoé parce qu'il est évoqué d'abord par la possession du corps par Malus, donc il lui vole sa jeunesse, sa vie et fait d'elle une tueuse, donc tous ses choix, puis par la volonté de Malus de la forcer à porter son enfant, l'Antéchrist. Donc, ce que Zoé refuse catégoriquement, bien sûr. Cette menace de lui enlever le choix de vouloir se reproduire, donc il la violerait tout simplement, renvoie à l'importance du contrôle par les femmes de leur organe reproducteur pour être libres. Donc, liberté qui a d'ailleurs été retirée par Dieu aux personnages de Rachel et Lilith, donc et puis pour laquelle les femmes accusées de sorcellerie ont payé de leur vie finalement, parce qu'il n'y avait toutes pas d'enfants. C'est donc aussi pour protéger ce droit, en plus de sauver la planète, que Lilith, Rachel et Zoé veulent tuer Malus, afin que Zoé puisse décider elle-même si un jour elle veut avoir des enfants ou pas, et puis si c'est le cas, qu'elle puisse être autre chose qu'un monstre en mettant au monde l'Antéchrist. Dernière petite chose intéressante, puis après ça, je passe à ma conclusion. Donc, c'est pertinent de l'enseigner pour le personnage de Zoé, puis ici, on voyait qu'elle est quand même assez indépendante, là. C'est... on va s'intéresser un court moment à l'arme phallique qui permet de défaire les méchants, en fait. Donc, le personnage de Zoé réussit à renvoyer Lilith à la fin du deuxième axe narratif en enfer à l'aide de l'épée de Satan qu'elle a remaniée, en fait. Donc, j'ai déjà mentionné que c'est à l'aide d'une arme phallique que la Final Girl réussit à vaincre le méchant dans les slashers. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Zoé est en fait elle-même une forme de tueur en série. Donc, il y a un renversement ici, c'est le tueur en série qui va tuer un autre méchant.
Le couteau qu'elle reçoit, en fait, qui est extrêmement maléfique et qui a, selon la vision de Rachel, elle a le don de clairvoyance, elle voit au travers les morts. Donc, selon la vision de Rachel, a appartenu seulement à des hommes, dont Jack l'Éventreur, qui est reconnu pour sa violence envers les femmes prostituées. Donc, ce couteau-là est extrêmement pointu et extrêmement affilé. Donc, Zoé le transforme cependant en lui enlevant sa pointe et en fait une espèce de gros couteau à beurre, toujours aussi extrêmement tranchant, mais qu'elle peut mettre dans un étui caché sous son bras. Elle est de la sorte toujours armée. La transition importante à saisir ici est soulignée par Zoé. Donc, elle le dit, « I don't stab, I cut. History means over, it's my time, right? » Donc, en enlevant le manche sur lequel étaient gravés tous les noms des prostituées tuées par Jack et en enlevant sa pointe, Zoé détruit l'aspect phallique du couteau et lui enlève sa force, en quelque sorte, patriarcale. C'est donc une arme plus neutre, je n'irai pas dire jusqu'à matriarcale ici, là, mais c'est donc une arme plus neutre qui permet à Zoé de défaire Lilith. Et cette arme-là sert aussi d'ailleurs à Lilith lorsqu'elle renvoie Malus en enfer. Donc c'est quand même une arme très, très puissante. Alors, je conclus. Donc, les 5 personnages, donc là, j'ai pas eu le temps de parler de Lilith et de Johnny, mais ces femmes-là sont aussi en quelque sorte des monstres, donc Lilith étant l'archétype de la sorcière par excellence, et Johnny revenant à la vie parce que, en tout cas, il y a d'autres choses que je ne vous dévoilerai pas. Mais bref, les 5 personnages principaux sont des femmes monstres, mais leur monstrueux n'est pas spécifiquement rattaché à leur système reproducteur, ce qui est quand même intéressant. L'auteur met de l'avant leur marginalité et oblige le lecteur à se poser des questions par rapport à ce qui est monstrueux et ce qui ne l'est pas. Presque tout le monde dans Manson est un peu débile, a déjà commis des meurtres finalement. Le thème de l'abus est décliné de plusieurs façons par l'intermédiaire de leur corps. Donc on en a vu quelques exemples, mais ça revient constamment. C'est un leitmotiv là, dans la série. Les 5 personnages à la fin de la série s'entraident. Donc ça, j'ai pas parlé de la montée de la sororité, mais au départ, Jet, Johnny et puis Rachel forment une famille. Zoé vient s'y intégrer progressivement et à la fin, Lilith et Rachel se réconcilient aussi. Donc, c'est vraiment, il y a toujours question, en fait, des relations entre femmes ici, jamais entre, de temps en temps, mais extrêmement rarement entre hommes et femmes. Donc, on a vraiment plus l'impression d'être en face d'une communauté de sœurs marginales ici, notamment parce que c'est toutes des femmes qui n'auront probablement pas d'enfants. Rachel et Lilith ayant été punies par Dieu, donc ne peuvent pas enfanter. Johnny, étant trop vieille, puis visiblement n'en a pas voulu. Zoé, parce qu'elle pourrait mettre au monde l'Antéchrist, et puis Jet est morte. Fait que je pense pas qu'elle va mettre d'enfant au monde. Donc, c'est cela.